devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique « Dons » de tvliberté.com. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente, maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce numéro 12 de cette année-là. Comme d'habitude au sommaire, 3 dates. Aujourd'hui nous irons en 2019, oui 2019, car nous allons revenir sur la mort d'un grand comédien qui est parti il y a quelques mois, Jean-Pierre Marielle. Mais à travers certains de ses films, peut-être les moins connus du grand public, les films de Joël Seria. Donc on verra ça avec notre chroniqueur. 63, avec la sortie d'un livre d'histoire, je vais juste le montrer. Il est énorme, qui va devenir un monument, c'est la formation de la classe ouvrière par Edward Palmer Thompson. 63, mais qui ne sera traduit que dans les années 80 pour la France. Et nous finirons par l'année 90 avec l'affaire des couveuses au Koweït qui désigne le scandale des faux témoignages au moment de la guerre du Golfe. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Olivier François. Bonjour Olivier, que tout le monde que tous les spectateurs de TV Liberté connaissent, Ludovic Maubreuil, notre rédacteur en chef cinéma, Pascal Esséric, notre grand patron, bonsoir. Et bien sûr Christophe, Alain, Maxime, André, Anatole, Anastase, comme vous. Alors ça commence par un A. Voilà. Donc on y va, hop, c'est parti pour 2019. Hélas, l'année 2019 n'avait pas commencé très bien. On a eu l'incendie de Notre-Dame et aujourd'hui on a la mort de Jean-Pierre Marielle. Et comme on est encore en 2019, je ne sais pas exactement ce qu'on va avoir pour la suite. Nous avions déjà parlé de Jean-Pierre Marielle avec le film Calmos de Bertrand Blier, qui était le petit film culte des années 70. Alors Ludovic, il y a un réalisateur qui est peu connu et que peu de personnes ont parlé au moment de la mort de Jean-Pierre Marielle. C'est Joël Seria, avec qui il a fait 3 films, 4. Là, on va parler surtout de ces 3 plus connus. Qui est Joël Seria et pourquoi il est en fait celui qui a magnifié totalement le comédien Jean-Pierre Marielle? Oui, Joël Seria, c'est le cinéma libertaire des années 70. C'est Les Galettes de Pont-Aven. Je crois que c'est celui-là le plus connu du public. Et d'ailleurs, il y a un malentendu un peu sur son œuvre parce qu'on voit beaucoup d'extraits qui passent un peu en boucle des Galettes de Pont-Aven, des extraits un peu grivois, un peu gouailleurs. Et du coup, on oublie la noirceur de cette œuvre. Et c'est pareil pour Jean-Pierre Marielle, parce que dans ces extraits-là, on le voit un peu, une sorte de lubrique, un peu enthousiaste. Et on se dit, ah bah oui, il est plutôt coutumier de rôles comme ça, facile à aimer. Au départ, les Galettes de Pont-Aven, c'est un représentant de oui, c'est un représentant, voilà, un vendeur de parapluies et qui va découvrir
l'amour, on va dire, hein, en tout cas le désir. Et que sa femme le trompe déjà. Quand il part en tournée pour ses parapluies, sa femme le trompe. Voilà, donc là il part dans des grandes envolées lyriques sur le fessier d'une jeune femme. Mais en fait, voilà, je pense que ce film-là, il cristallise un peu de fausses impressions sur son œuvre, parce que par exemple, il y a Comme la Lune, qui sort 2 ans plus tard, je crois, où là, il joue le rôle d'un réparateur de réfrigérateur qui s'éprend d'une bouchère nymphomane et qui va quitter femme et enfant pour elle, et qui va aller de désillusion en désillusion. Et c'est une comédie pourtant. Et là, c'est vraiment différent, parce que du coup, là, il est un peu grotesque en macho idiot. Et dans Charlie et ses 2 nénettes, le film encore d'avant, il était plutôt inquiétant, en bonimenteur, un peu roublard. Et dans le tout dernier film, alors encore 10 ans plus tard, Les 2 crocodiles, ça s'appelle, avec Jean Carmet. Oui, Jean Carmet. Là, il est franchement pitoyable, en escroc sur le retour. Donc en fait, même ces rôles-là, même ces personnages-là, il les sauve en fait. Hein. Il arrive à les rendre grandioses, à les rendre attachants, parce qu'il en montre à chaque fois la faille, je crois. C'est ça qu'il réussit à faire. Joël Seria, c'est une belle critique de cette société, cette fameuse parenthèse enchantée des années 70, où le progrès, la libération sexuelle, etc. Et lui, il en regarde le côté amer de ce qui arrive. Oui, absolument. C'est des films très mélancoliques d'ailleurs, parce que il a beau avoir des rodomontades, faire le beau, on le sent complètement déboussolé, le pauvre Mariel, dans ses différents films. Jean-Pierre Mariel, il est là-dedans, parce que Joël Seria est aussi le dialoguiste de ses films, et les textes sont superbes. Même Audiard n'a pas été aussi loin, je pense. Absolument. Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose d'amusant. Dans Comme la Lune, là, il s'appelle Pouplard. Et dans Les 2 crocodiles, Boutancard. Et du coup, je me suis amusé à regarder sa filmographie et j'ai vu qu'il en avait joué plein comme ça, des Placards, des Balthazar, des Castellar dans l'entourloupe. Et je me suis dit, de quoi Boutancard est-il le nom? Et en fait, je pense que c'était d'un cinéma, parce qu'à travers ses patronymes un peu ridicules, un peu décalés, je pense que c'était un cinéma déjà qui se prenait pas au sérieux et qui arrivait à brosser le portrait de personnages à la fois risibles et touchants. Et c'est plus le cas aujourd'hui, hein, où les personnages sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus simplifiés, et où ils ont des noms un peu passe-partout, et souvent des prénoms d'ailleurs. Et je pense que ça dit quelque chose, ces patronymes. En tout cas, il y a un appel à faire, Joël Seria. On sait que, alors pour les gens qui sont sur Facebook, Joël Seria, bien sûr, il est toujours il faut le suivre, parce qu'il remet tous ses vieux documents, des extraits de ses films, etc. Je pense qu'un de ces jours, Pascal, il va falloir faire un entretien avec lui. Certainement. Ça se fera. Un mot sur Jean-Pierre Mariel, Olivier? Moi, je pourrais qu'abonder dans le sens de Ludovic Maubreuil. Pour moi, Jean-Pierre Mariel, et à travers ses films, incarnait aussi un type d'homme en voie de disparition, même physiquement. Je veux dire, on a parlé, il y a une pétition contre Alain Delon, qu'on a évoquée dans une précédente émission, et Jean-Pierre Mariel, physiquement, s'oppose à l'hygiénisme, s'oppose à l'espèce d'égalitarisme insupportable, de confusion des genres, etc. Bon, c'est ce que j'aime aussi voir, et alors ces personnages sont pathétiques, en effet. Vous parliez de Comme la Lune, ou les Galettes de Pont-Aven, ce sont un peu on va dire, pas des ratés, mais enfin, oui, des personnages un peu ratés, qui ne sont pas des managers ou des cadres dynamiques. Et justement, c'est ça qui me les rend sympathiques aussi. On a eu pendant sa mort ce genre de bâche qui m'agace profondément, de toujours parler du fameux trio Noiret, Mariel, Rochefort. En fait, ils ont très peu tourné tous les 3 ensemble. Il y a principalement Que la fête commence, mais ils ne tournent pas les principalement. Il y a les Grands Ducs, qui est pas un film très de Patrice Lecomte, qui est quand même pas un très bon film. Qui est une pochade. Vous voulez les Grands Ducs. Moi, j'aime bien Patrice Lecomte, les Grands Ducs. Olivier nous disait que c'était un type d'homme qui avait disparu. C'est surtout un type d'acteur qui a disparu, parce que c'est les derniers dinosaures de ces acteurs français qu'on aime charnellement. Mariel, c'est la fameuse bande du conservatoire de la fin des années 50. À part Belmondo, je crois que ces gens-là viennent de disparaître. La bande du conservatoire, il s'agit donc de... Il faut les rappeler, il y a Belmondo... Alors, il y a Noiret, il y a Belmondo, qui n'a pas le premier prix du conservatoire, mais qui, c'est très connu, porté en triomphe par ses camarades un peu en défi. Face à l'institution. Face à l'institution et les enseignants. Il y a Claude Rich, que j'aime particulièrement. Il y a Bruno Kremer, Rochefort, je l'ai cité. Voilà, toute cette bande, c'est une des dernières étoiles françaises.
franchouillarde, entre guillemets, de ce cinéma particulier, même si, effectivement, Jean-Pierre Marielle a fait des rôles... très graves aussi. C'est grave. Il y a effectivement Marin Marais et d'autres rôles, des rôles de policiers aussi. Donc c'est un acteur de très grand talent, multicarte. Il y a une scène dans un film que j'aime pas beaucoup qui s'appelle Coup de torchon, où il y a un duo avec... merveilleux. Oui, mais j'ai le droit de ne pas l'aimer. Bon, c'est une faute de goût manifeste. Non, c'est parce que j'ai beaucoup aimé le roman. Bien sûr, et Thompson. je trouve que le roman de Thompson n'est pas... Mais bon. Mais il y a une scène avec Noiret et Marielle qui est complètement délirante. Qui boivent du ratafia. Et qui boivent du ratafia qui est à voir. Pour Joël Seria, Ludovic, bon, les galettes de Pont-Aven, tout le monde l'a vu, mais lequel vous allez nous conseiller, celui qu'il faut voir? C'est plutôt comme La Lune, Les Deux Crocodiles? Enfin, on peut voir les deux, mais... Les Deux Crocodiles, c'est le tout dernier, c'est milieu des années 80, c'est un peu... Bon, je sais pas, il a perdu un peu, je trouve, sa patte des années 70. Mais finalement, je crois que le meilleur des quatre, c'est sans doute... bon, il faut voir Les Galettes de Pont-Aven, parce qu'il est... Voilà, mais c'est sans doute le tout premier, c'est Charlie et ses deux nénettes. Là, c'est un très beau film avec Jeanne Goupil, qui a participé qui est sa compagne. Qui était sa compagne, voilà. Et qui a fait quasiment tous ses films. Sur les marchés, un peu itinérants comme ça, dans les villes de province. Et c'est un très beau film, ça. Qui est si je ne m'abuse, Jeanne Goupil, c'est la fameuse scène avec dans Les Galettes de Pont-Aven. Une paire de fesses décrit par Marielle, qui est un vrai poème de Victor Hugo. Voilà, on va passer tranquillement à l'année 1963, Ich bin eine Berliner. 1963, oui, l'année où John Kennedy fera son fameux discours à Berlin, qui ne lui réussira pas bien, parce que la même année, il sera assassiné. Je ne pense pas que c'est un rapport, mais enfin bon, voilà ce qui s'est passé. De notre côté, nous allons parler avec Olivier François d'un monument de l'histoire, c'est le pavé. Je montre, vous voyez, ça c'est l'édition qui est ressortie en 2012. Il doit avoir à peu près, il y a plus de 1000 pages. C'est un monument de l'histoire, c'est le pavé que l'historien Edward Palmer Thompson va sortir en Angleterre en 1963, la formation de la classe ouvrière française. Anglaise, pardon. Oula, anglaise, oui. Malheureusement. Livre qui ne sera traduit en France qu'en 88 et réédité en 2012 pour la présente édition. Olivier, pourquoi ce livre, ce pavé très important dans l'histoire de la révolution industrielle? Qu'est-ce qui va amener? Pas dans l'histoire, oui, dans l'histoire de la révolution industrielle, puisqu'il s'agit d'un livre qui évoque la manière dont la conscience de classe est née au sein du prolétariat anglais et au sein des basses classes, des classes d'en bas, on va le dire, parce que d'ailleurs, bien que de formation marxiste, Thompson élargi, je pense, ne reste pas enfermé dans un marxisme orthodoxe et surtout dans un progressisme qui dominait quand même les études historiques dans les années 60. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la grande force de ce livre, qu'on peut comparer d'ailleurs, dans l'esprit en tout cas, à Christopher Lasch et à son grand livre qui s'appelle Le seul et vrai paradis, qui est une sorte d'histoire, des critiques du progrès à travers l'histoire américaine. Et Thompson, ce livre embrasse presque 100 ans d'histoire anglaise, puisque ça commence un peu avant la Révolution française au milieu du 19e siècle. Et alors, s'ébauche notamment une critique aussi de la manière dont le mouvement ouvrier, un éloge de la manière dont le mouvement ouvrier s'est emparé aussi de la nostalgie et du rapport au passé pour critiquer le capitalisme. Pendant très longtemps, je parlais des marxistes, un certain marxisme orthodoxe, notamment dans la manière dont elle regardait je pense notamment aux Luddites, dont parle beaucoup Thompson, avait tendance à dire, voilà, toutes ces premières révoltes ouvrières étaient marquées par une sorte d'esprit conservateur qui ne pouvait pas aller dans le bon sens. Et Thompson va réhabiliter justement ce qui fait la force de ces révoltes à la fois conservatrices et révolutionnaires. C'est ce qui me semble important essentiellement. Thompson, il faut dire aussi qui il était. C'est quelqu'un qui, au début de sa carrière, fréquente plutôt la gauche, le Parti communiste anglais, puis après les milieux trotskistes, et qui va s'autonomiser et devenir vraiment un véritable esprit libre, à la Pasolini ou à la Christopher Lasch, pour devenir une sorte de dissident du monde occidental et avoir une
mener une critique radicale à la fois de la société industrielle, du capitalisme et aussi d'une certaine forme de progressisme. Parce que son livre, c'est principalement, il va démontrer, c'est un travail délirant, parce qu'il va démontrer, il va vraiment aller chercher dans les archives anglaises, il va démontrer les chiffres à l'appui que la révolution industrielle va être une véritable catastrophe humaine. Oui, une catastrophe humaine. Il va même parfois, dans certains entretiens, parler d'une forme de génocide, il faut bien le dire, hein, de génocide des classes paysannes, de destruction de modes de vie ancestraux pour être remplacés par un mode de vie capitaliste et par des nouveaux types de vie. Et puis le fait aussi de mettre en accusation les élites anglaises, dont on parle parfois, notamment dans les milieux conservateurs libéraux, on fait l'éloge de ces élites qui auraient allié à la fois le conservatisme et la défense des libertés. Il montre que non, ce sont les élites, ce sont elles qui sont d'ailleurs les vrais révolutionnaires, au pire sens du terme, qui vont vraiment révolutionner et saccager de fond en comble les équilibres sociaux. Thomson fait d'ailleurs aussi l'éloge et réhabilite les modes d'économie, les modes d'échange populaires, montrant que, et c'est pour ça que ça a de l'actualité à mon avis avec l'affaire des Gilets jaunes, montrant que le peuple réfléchit, le peuple médite aussi sur ses conditions de vie, les défend, non pas par une forme d'attachement réactionnaire ou conservateur au sens péjoratif du terme, mais parce que tout simplement il a une idée sur l'économie. Oui, surtout qu'il va démontrer que c'est à cette époque qu'on va inventer quasiment le travail des enfants. C'est-à-dire les enfants vont être en usine. On va interdire les propriétés privées dans les campagnes parce que les propriétés collectives, les communaux. Le problème des usines qui vont se développer, je veux dire, avec ces fameuses machines, c'est qu'en fait les Anglais qui sont à la campagne n'ont pas du tout envie d'aller vivre dans ces banlieues proches de Manchester, de Liverpool, etc. et qu'on va interdire à ces Anglais de même d'exploiter leurs petits lopins de terre pour faire leur jardin. Ça, ce sont des rappels qu'on connaissait. Là. La critique de la société industrielle et de ses dégâts avait déjà été faite. Ce qui me semble intéressant aussi dans le livre de Thomson, c'est qu'il va prendre au sérieux tout ce qui avait été mis sous le tapis en quelque sorte par l'histoire officielle. Il étudie les chansons populaires, il étudie les tracts qui sont rédigés par les écrivains populaires et par les premiers syndicats. Et donc il va faire c'est pour ça qu'aussi c'est une sorte aussi de monument en hommage à ces gens que l'histoire officielle avait ignoré, évidemment. Et donc c'est un travail de résurrection, ce livre de résurrection qui va déranger une grande partie de la gauche. Alors je ne parle pas de la gauche française qui va l'ignorer. Il faudra attendre les années 80 pour traduire ce livre, parce qu'il remet en cause, comme vous le disiez, les marxistes orthodoxes. Les marxistes orthodoxes, il remet en cause évidemment la vision libérale de l'histoire, qui nous explique que le libéralisme et l'ouverture des frontières et la société industrielle a été une sorte presque de produit de la grâce, d'une sorte de providence. Et non, Thomson montre que ça a été aussi des décisions politiques que pour détruire ces sociétés traditionnelles, les élites de l'époque ont fait souvent appel à l'armée. Il n'y a jamais eu plus autoritaire que les libéraux. Et surtout, encore une fois, ce monument de résurrection et cette ouverture à la parole populaire. Et donc, c'est un inventaire aussi de l'histoire par en bas, Thomson. Voilà, ce qui est incroyable, c'est que même ce travail qui a été fourni, la légende dorée de la révolution industrielle, elle va continuer. On va un peu ignorer oui, puisque le livre est traduit en France en 1988, comme d'ailleurs Christopher Lasch, qui sous certains aspects rejoint beaucoup les thèses de Thomson. Christopher Lasch, en France, il n'y avait pas eu d'ailleurs la Nouvelle Droite, puisque Nouvelle École va s'y intéresser, avec Emmanuel Todd d'ailleurs à la fin des années 70. Au même moment. L'un chez Albin Michel. Et puis dans Nouvelle École, on traduit, je crois, un extrait de La culture du narcissisme. Donc ça, c'est important aussi à noter. Et Thomson est revenu récemment, il faut le reconnaître, à la faveur de l'intérêt qu'il suscitait dans les milieux de l'écologie radicale. Je pense au travail de François Jarige, je pense à La décroissance aujourd'hui, qui parle évidemment beaucoup de Thomson, et à Jean-Claude Michéa, qui évoque les travaux de Thomson dans plusieurs de ses livres. Et voilà. Et d'ailleurs, depuis la parution, la retraduction, la réédition de ce livre en poche, d'autres livres de Thomson ont été publiés. À la Fabrique, par exemple. À la Fabrique, notamment sur la question du temps
temps et du travail, la manière dont l'imposition des horloges dans les usines a été en fait une révolution importante, une rupture, puisque on passe d'un temps cyclique, on passe d'un temps traditionnel à un temps rationaliste et rationalisateur. Il y a eu des travaux aussi sur les économies rurales et les économies populaires à la découverte. J'attends avec impatience, pour ma part, la traduction de son grand livre sur William Morris, puisque Thomson avait travaillé sur William Morris, lui a consacré une sorte de bibliographie, d'essai, qui me semble très important, puisqu'on retrouve d'ailleurs toutes les obsessions et les intérêts de Thomson dans la personnalité de Morris, qui allie à la fois une nostalgie active, pour parler comme Régis Debray, pour un certain passé médiéval, et une critique radicale, révolutionnaire du capitalisme. Voilà, je vous remonte la couverture. On pourrait même vous montrer la tranche, tellement cette œuvre est un véritable pavé. C'est un livre dense, j'aimerais ajouter que c'est un livre dense. Il faut évidemment prendre du temps pour le lire, crayon à la main, mais c'est un livre aussi qui se lit et qui peut être abordable, et abordé plutôt par des lecteurs non universitaires, parce qu'il y a beaucoup aussi, Thomson laisse la part aussi, comme je le disais, au chant populaire, aux récits. Il y a des récits notamment sur les révoltes ludites qui se lisent. Alors c'est une formule consacrée comme un roman. Mais c'est passionnant. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à l'année 90, tout simplement avec l'affaire des couveuses au Koweït. Pour une fois, on va vous parler d'un véritable complot. Oui, 1990 pourrait presque se résumer par la fameuse guerre dite du Golfe. Le 2 août, début de la guerre, les troupes irakiennes de Saddam Hussein envahissent le Koweït. Et mon cher Pascal, voici que le monde entier verra sur ses écrans de télévision, à partir du 14 octobre 1990, ces images-là, rappelez-vous. Ces images, Pascal, elles vont faire le tour du monde. Qu'est-ce que racontent ces images, ce témoignage bouleversant de cette jeune fille devant le Congrès américain, si je ne m'abuse? Eh bien, c'est le témoignage de Nahira. Nahira, elle a 14 ans et c'est un témoignage de 6 minutes. 6 minutes devant le Congrès américain, rassemblé, les deux chambres. Et pendant 6 minutes, Nahira va raconter comment les troupes, les soldats irakiens sont entrés dans l'hôpital de Kuwait City, et ont raflé et débranché des couveuses et sont partis avec et les couveuses et les bébés qu'ils ont déposé les bébés, qu'ils ont jeté les bébés. Oui, ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. Oui, tout à fait, sur le sol froid. Sur le sol froid. Et donc pendant 6 minutes, entre deux sanglots devant ça a été télévisé d'ailleurs, devant deux sanglots, elle raconte ce fait horrible. Et donc, le problème, c'est que tout est faux. C'est-à-dire tout. Ce qui est quand même l'une des scènes qui va déclencher dans l'opinion le fait qu'il faut aller faire la guerre. Mais pas simplement dans l'opinion, puisque à partir de ce témoignage, le Congrès, puisqu'elle passe devant la commission des droits de l'homme du Congrès, à partir de ce témoignage, le vote du Congrès va être acquis pour l'équipe Bush à 5 voix près. Donc c'est pas simplement un témoignage comme ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc tout est faux, le prénom, le nom, enfin tout. Puisque en réalité cette Nahira qui a 14 ans, c'est tout simplement la fille de l'ambassadeur, du Koweït à Washington, aux États-Unis. Et que on va apprendre tout simplement que c'est une affaire qui a été montée, qu'elle a été coachée vraiment par un spécialiste. Oui, c'est pas simplement une jeune fille qui vient témoigner et qui abuse de la confiance du Congrès, c'est que en fait c'est au sein du gouvernement américain, etc., qui va avoir... On va mettre en place, il y a une agence qui va s'occuper de tout ça. Alors, c'est pas une agence gouvernementale, c'est une agence de relations publiques qui a pignon sur rue, Random Group, qui appartient à Random Group, qui va d'ailleurs en inventer d'autres, des petites... je ne sais pas si vous vous souvenez, 2003, le sauvetage de Jessica Lynch,
Oui. Ça vous dit quelque chose? Il faudra qu'on y pense pour la prochaine. Le sauvetage de Jessica Lynch des mains d'ailleurs des mêmes Irakiens, filmé par par un cadreur de Ridley Scott. Très belle, très beau montage aussi. Bon, mais revenons à Nahira. Nahira, eh bien, ça a été scénarisé par donc un conseiller. C'était un conseiller de Ronald Reagan. Qui s'est lancé dans le privé, qui a monté sa boîte et qui a scénarisé la forgerie, qui a scénarisé le coup monté, qui a scénarisé de toutes pièces le montage, et qui lui a dit ce qu'il fallait dire, etc., etc. Et alors, c'est allé assez loin puisque le témoignage tout de suite a été, alors je ne sais pas le terme validé, mais en tout cas repris à son compte par les grandes organisations de défense des droits de l'homme. Il faut dire, mais qu'en mars, donc 2 mois après le véritable bombardement, enfin le bombardement qui a eu lieu donc en janvier 91. Donc en mars, il y a eu un médecin français qui est allé sur place, qui a enquêté pour, alors je ne sais plus si c'est Médecins du Monde ou non, pour Amnesty International, et qui a dit mais en fait tout est faux. Et donc, mais malgré ça, sa voix s'est perdue parce que c'est ce qui est formidable, c'est qu'on le sait rapidement. Oui, en mars. C'est Amnesty International. Oui, tout à fait. Ça change 3 mois. Ça change strictement rien. Strictement rien. Mais les États-Unis ont une longue histoire dans le montage de coups comme ça. Parce que je vais remonter en 1898. Cuba, extraordinaire. Un bateau américain, un cuirassier explose fait 200 morts, et donc les États-Unis vont rentrer en guerre contre l'Espagne, parce qu'à l'époque et donc on sait que c'est un coup monté à la fois par la presse et par le gouvernement des États-Unis. Donc c'est une longue histoire ce genre de coup monté. Hein. C'est une baluse au moment du Vietnam, il y a aussi l'affaire des bateaux. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Tout au long c'est le prétexte, le choix du prétexte. Alors moi, si je serais l'Iran en ce moment, je m'inquiéterais fortement parce que voilà, on sent qu'il y a une préparation psychologique pour l'entrée en guerre. On le sent, ça se sent médiatiquement. Les éditorialistes sont là. Voilà, bientôt, on va avoir... Voilà, on terminera par cette affaire des couveuses. Oui, allez-y, Pascal. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, les Américains documentent leur propre montage. Pour l'affaire de 1898, c'est Randolph Hearst. Et comment il s'appelle, on va avoir le cinéaste. je ne vais pas vous aider. Si Orson Welles qui l'évoque, qui va l'évoquer dans son film. Pour l'affaire des couveuses, on aura Barry Levinson qui va l'évoquer dans son film Des hommes d'influence. Des hommes d'influence. Voilà. Et sa fameuse chanson Good Old Shoes. Good Old Shoes. Voilà. Voilà. Un petit gimmick, on peut finir par Good Old Shoes, le petit gimmick qu'ils inventent. Allez-y, en fait, il faut marketer la guerre, la vendre, donc il recrute un chanteur country assez connu dont j'ai oublié le nom, et Good Old Shoes, voilà, c'est une petite chanson qui revient pour la pauvre petite pour envahir fille. l'Albanie. Ou elle a un pays imaginaire Non, même pas. C'est l'Albanie. L'Albanie, oui. Donc, c'est le plan pour envahir l'Albanie. Good Old Shoes, voilà. Le refrain. Et puis dans 2 mois, on vous trouvera bien. C'est bien ces histoires de complots, les vrais complots, hein. Parce que la Terre, elle n'est pas plate, c'est le fameux complot. Voilà, on se retrouve dans 2 mois. Bonne soirée à tous.